Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir on débriefe l'étape numéro 10 de ce Giro, étape extrêmement courte, 139 km. Vous n'avez pas eu de présentation de cette étape. Et pour cause, je pensais qu'aujourd'hui on était sur une journée de repos et je me suis trompé, je m'en suis aperçu, il était à 14h. Vous avez failli même ne pas avoir de débrief ce soir, parce que heureusement je voulais prendre de l'avance pour les prochaines étapes, notamment l'étape 12 et l'étape 13, commencer à les travailler. Et c'est là que je me suis aperçu, nom de Dieu, on n'était pas journée de repos, j'ai oublié de regarder les dates. Parce que normalement, on finit toujours, le lundi est toujours un jour où on ne roule pas, surtout le premier lundi. Le premier lundi, le deuxième lundi, normalement, on ne court pas parce qu'on enchaîne rarement 10 jours de course affilée. Sauf le Giro de cette année, comme quoi c'est une course qui est très très bien organisée. On reviendra sur l'organisation, on fera les tops, les flops, bien entendu les bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si des fois on se plante quand même lamentablement, et ça se dit spécialiste cyclisme. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous foutre de ma gueule, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage qui aime des non-spécialistes de cyclisme. Celle-là elle est bonne quand même aujourd'hui, hein. J'ai complètement pensé que c'était une journée de repos. Bon, on va faire un débrief assez court, je pense, de cette étape numéro 10 parce qu'il s'est pas passé grand chose. C'était pas une journée de repos, mais sur les premiers kilomètres, ça ressemblait tout comme les premières heures et demie de course, ça a été très lente, on était à 38 de moyenne. Et ensuite, la Bora de Sagan a décidé d'accélérer à 53 bornes de l'arrivée, il y avait une côte à 40 bornes de l'arrivée. Si vous aviez eu la présentation, si ça n'avait pas été une journée si je m'étais pas planté de date, eh bien j'avais mis dans ma présentation d'étape, parce qu'elle était prête, la présentation d'étape a été en plus magnifique. J'avais dit qu'il fallait faire attention à cette côte dans le final. Et attention également au virage à 500 mètres de l'arrivée. C'est là où ça s'est produit, 500 mètres de l'arrivée, c'est là où Sagan prend la bonne trajectoire. Et à 40 bornes de l'arrivée, il a commencé à rouler avant. Et à 40 bornes de l'arrivée, c'est là où Nizzolo, Merlier et Groenewegen, on va prononcer à la néerlandaise, ce qu'on pense être la prononciation néerlandaise, se sont bien plantés. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Avant de commencer par le bilan des Bleus, je reviens sur la prononciation de Groenewegen ou Groenewegen. Du côté d'Attila Walter, pour l'instant je vais prononcer à la française, c'est-à-dire je ferai Walter. Mais les commentateurs anglais disent Walter, Attila Walter. Après, les commentateurs anglais, ils disent aussi David Gaudu. Donc il faut se méfier. Donc pour l'instant, je vais prononcer à la française, c'est-à-dire je ne prendrai pas de risque. C'est un peu comme d'autres coureurs. Vous savez qu'on s'est moqué de ma prononciation de Render. Excusez-moi, mais je ne suis pas flamand non plus. C'est-à-dire que les prononciations locales, Kwiatkowski, je suis pas spécialiste polonais non plus pour dire si c'est bon ou pas bon. La plupart des gens prononcent comme ça, donc moi je me réfère à ce qui est fait le plus largement possible. Mais on a totalement l'exemple de Tom Boonen. Tom Boonen, normalement c'est pas Boonen, la prononciation c'est une sorte de Boonen, un truc comme ça, mais qui est juste imprononçable en français. Je l'ai entendu 2-3 fois en néerlandais pour regarder des courses néerlandaises. Enfin des courses belges en néerlandais, mais pour vous dire la prononciation de Boonen, je ne pourrais pas la reproduire. Donc je dis Boonen, mais voilà, et De Rent, c'est à peu près ça en néerlandais, mais en flamand, mais là encore on est sur de l'à peu près. Donc il faut bien l'avoir en tête également. Donc là, sur le cas de Walter, si ça ressemble à Walter, mais je ne suis pas hongrois, donc si c'est Walter, je dirais Walter. Pour l'instant, je vais prononcer à la française, donc Walter. De toute manière, on va pas vraiment en parler sur cette étape. Je commence avec Elia Viviani. Pourquoi Elia Viviani? Parce qu'aujourd'hui, il s'est fait un petit peu manger sur cette étape, sur ce sprint. Elia Viviani, il se fait manger au kilomètre. Il est très très mal placé à ce moment-là de la course. Donc c'est un peu dommageable pour lui. Voilà. Pour moi, Viviani perd son sprint, c'est à 6 km. Parce qu'il prend très mal le dernier virage. Et en fait, il a à ce moment-là, je crois, 5 ou 6. Et puis il se retrouve 10e, 10 ou 11. Donc le sprint est mort à 500 mètres. Il a pas pris la bonne trajectoire. Et
Il fallait prendre la trajectoire extérieure, parce que sur la trajectoire extérieure d'un virage, on peut emmener plus de vitesse que sur la trajectoire intérieure. Ça me rappelle par exemple ce qu'avait fait Gaviria à la Ruta des Burgos l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez son sprint lors de l'étape, c'était étape 1 ou étape 2, je ne sais plus. Non, c'était étape 1, la victoire de Gaviria. C'était le premier jour de course de l'année, après Covid. Et Démare avait pris à l'intérieur, je sais plus qui l'emmenait ce jour-là, mais qui avait raté son virage, et Démare était à l'intérieur, et en fait Démare avait moins de vitesse parce qu'il était passé à la corde, et Gaviria était passé par l'extérieur et avait réussi à emmagasiner plus de vitesse. C'est un truc de sport mécanique, notamment quand vous voulez dépasser, c'est plus facile par l'extérieur dans un virage, dans une grande courbe, parce que vous pouvez emmener plus de vitesse que si vous passez à l'intérieur. Et bien là ça a été le cas sur ce sprint, et Viviani donc il prend mal le virage, il peut pas s'en sortir. On peut noter également la 7ème place de Vandrame, comme quoi je disais que Nessen c'est pas un sprinter, mais Vandrame par contre lui c'est un sprinter, Vandramé plutôt, même du côté de AG2R, bah il a fait il fait pas un excellent sprint, il est pas très bien emmené hein, Vandramé, donc il part de très loin. Par contre, il prend bien le virage. Et après, bah, ça reste un sprinter. La différence entre un Lawrence Nessen, qui est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, et un Andrea Vandrame, qui est un sprinter, c'est qu'un sprinter, ça sait frotter, ça sait se placer. Ce qui n'est pas le cas d'un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Il y a l'exemple notamment de Turgis. Turgis, c'est pas un sprinter. Et parfois, on l'utilise beaucoup trop, je trouve, du côté de Total Direct Energy, comme sprinter. Il ne sait pas extrêmement bien frotter parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est pas un sprinter. Un sprinter, ça a ça dans le sens, ça sait frotter, ça sait prendre des risques en finale. Et le problème et l'avantage donc de Vandrame, c'est que c'est un vrai sprinter. C'est un résultat qui est moyen pour Vandrame, mais c'est quand même mieux qu'une 15e place de Nessen il y a quelques jours, ou 17e place, je sais plus qu'il avait fait il y a quelques jours. Du côté des autres Français, alors pour l'instant je vais prendre ça avec beaucoup de pincettes sur le final. Il faut savoir que Max Kanter est tombé. Pour moi, il est tombé dans les 3 derniers kilomètres. Mais c'est l'organisation du Giro, on reviendra dessus, donc un atout avec 3 ans de retard. Donc pour moi, tous ceux qui étaient dans le peloton principal à ce moment-là sont avec le temps du vainqueur. Mais il semblerait sur Pro Cycling Stats pour le moment, il est 17h36, qu'on ait des décalages de temps. Et donc que Romain Bardet reprenne par exemple 20 secondes sur des Evenepoel et autres. Ou Egan Bernal. Je prends ça avec énormément de pincettes. Parce que pour moi, les mecs ont fini dans le même temps. Voilà, donc pour l'instant, Romain Bardet et Marc Soler, on nous les colle à plus qu'à 1 minute. Je pense qu'il faut faire très attention et avoir ça avec des pincettes. Il faudra voir peut-être demain matin pour avoir un classement vraiment fiable. Pour le moment, c'est marqué comme ça, donc ça serait une bonne nouvelle pour Romain Bardet. Notamment, qui est dans ce premier groupe. Mais à voir quand même dans les heures à venir si ce classement-là reste le bon. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Peter Sagan. Peter Sagan, il a été très très bon aujourd'hui. Il avait coché l'étape, il ne s'est pas raté, contrairement au dernier jour où ça n'avait pas été totalement exceptionnel quand il mettait son équipe à rouler. Là, il a mis son équipe à rouler. Et puis après, sur le sprint, il est très bien emmené, mais j'avais peur parce que la Bora a quand même emmené sur 50 bornes. Mais la Bora sait faire ce job-là, emmener sur 50 bornes. Le problème, c'est que souvent, Sagan, il est fait rouler à 80 bornes de l'arrivée, 100 bornes de l'arrivée, donc c'est un peu plus compliqué. Je trouve que Sagan a été très très bon aujourd'hui. Il a fait un sprint solide, surtout que Molano a accéléré très tôt. Gaviria également a tenté de le dépasser à un moment, mais il ne s'est pas démonté, Sagan. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Sagan? Non, c'était une étape qui pouvait lui convenir aujourd'hui, parce qu'avec une côte à 40 bornes de l'arrivée, c'était vraiment pas mal. Surtout que la côte s'est fait à haute vitesse, et que c'est quand même le meilleur grimpeur des sprinters, surtout sur ce Giro. Autant s'il y avait eu Michael Matthews notamment, j'aurais dit pourquoi pas Matthews. Mais Sagan a été très très bon aujourd'hui. Sur ce type d'arrivée, il n'y a pas grand chose à dire. Sagan, il faut qu'il tombe soit sur un Caleb Ewan en très grande forme, soit sur un Arnaud Démare également en très bonne forme, soit sur Michael Matthews, ou sur du Wout van Aert ou Van Der Poel. Si, et sur ce Giro-là, aujourd'hui, il n'y avait pas tous ces hommes-là, il devient très difficile à battre. Et aujourd'hui, on a vu que Sagan, sur du plat en plus, quand il y a eu des côtes avant, ça reste un homme très difficile à dépasser.
Je retiendrai plutôt également la 4e place de Stefano Oldani de la Lotto Soudal. Très bon coureur, Oldani. Je trouve qu'on parle de Moschetti notamment. Oldani, c'est un coureur dont on ne fait pas assez confiance, auquel on ne fait pas assez confiance, chez Lotto. C'est un coureur qui a plutôt démontré des très belles choses avec une bonne pointe de vitesse, Stefano Oldani. Malgré tout, on ne l'envoie jamais seul sur un grand tour, ou très rarement sur des courses importantes. Souvent, il est dans le train de Caleb Ewan, où on lui met très peu de coureurs avec lui, donc c'est très compliqué. Or, Oldani, dans une équipe comme la Lotto, qui n'a vraiment pas un très bon effectif, encore plus cette année, je crois, c'est un coureur qui peut être intéressant pour réaliser des top 10. Et Oldani, c'est un coureur sur lequel il faut compter. Et puis là, il fait un bon Giro, je trouve, avec cette place-là, cette 4e place. Pas grand-chose à dire, il est bien emmené. C'est fort également de la part de la Lotto d'avoir réussi à se réorganiser sans Caleb Ewan, parce que parfois quand on change de sprinter c'est très compliqué et ça se passe mal. Là ça s'est bien passé, notamment chez Alpecin. Alpecin ils font 5 et 6 aujourd'hui parce que Merlier a été très loin dans l'étape. C'est pas une bonne nouvelle pour eux parce que 5 et 6 ça veut dire que ça s'est pas bien passé au niveau du sprint, contrairement à Oldani où il a fait du bon boulot. Et puis je voulais terminer avec Cimolai qui continue sa belle semaine. Cimolai 3e, ça doit être son deuxième podium, ça c'est sûr, mais pour l'instant son pire résultat c'est 9e place. Il a fait 9 et 3e podium sur ce Giro. Comme quoi j'avais été assez critique sur le premier sprint, dire je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas mis Bevin comme sprinter principal chez Israël. Et je me suis trompé parce que ça a l'air pour le moment d'être le bon choix d'avoir mis Cimolai comme sprinter principal dans cette équipe. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais commencer par les coureurs et ensuite je passerai par l'organisation. Les coureurs aujourd'hui, je vais mettre Merlier, un peu déçu. Moi je pensais qu'il allait passer la côte, Tim Merlier. J'ai l'impression que Tim Merlier, en termes de récup, c'est pas le meilleur coureur du monde. J'ai l'impression que depuis 2-3 jours, il est pas si bien que ça physiquement, qu'il a du mal à enchaîner les jours de course. Alors ça peut être plusieurs raisons. Est-ce que c'est comme Clément Champoussin qui a abandonné maladie? Il n'a pas fait beau ces derniers jours, il y a eu pas mal de pluie, des étapes où il faisait 12, 13, 14 degrés, donc il faisait pas très chaud non plus. Donc quand vous êtes à votre poids de forme, pour un coureur cycliste, donc vous avez très peu de masse graisseuse, et bien parfois vous avez du mal à résister au froid, parce que ce qui permet de résister au froid, c'est le gras. Le gras c'est la vie, pour Caradoc dans Kaamelott, mais pas seulement, ça permet de résister au froid le gras. Ça permet d'éviter de temps en temps de choper un petit truc. Quand vous n'avez pas un pec de gras, parfois vous avez un petit peu du mal et vous pouvez attraper des petits microbes. C'est peut-être ce qui arrive à Merlier, ce qui fait qu'il n'était pas au top de sa forme, ou soit tout simplement la récupération. C'est son premier grand tour de sa carrière. Il est encore assez jeune, donc peut-être que dans ce travail-là de récupération, c'est pas un coureur qui est habitué à faire des courses de plus de 5-6 jours. Donc voilà, il a fait Tirreno. Dans sa carrière, il n'avait pas fait beaucoup de courses de 8 jours déjà. Donc c'est peut-être ça, un manque au niveau de la récupération, c'est pas simple. Ou peut-être simplement un jour sans, ce qui peut arriver sur un grand tour, même pour un sprinter. Mais aujourd'hui, Merlier, ça a été un peu moins bon. Et comme Merlier n'a pas été là, chez Alpecin, on fait 5 et 6. C'était pas très bien organisé dans le final. Et je continue avec Molano, qui a encore fait n'importe quoi aujourd'hui, Molano. Gaviria est quand même très bon. Il est quand même en forme, Gaviria, sur ce Giro. Parce que vu comment Molano l'emmène, c'est-à-dire c'est catastrophique. Là, je sais pas pourquoi, mais il a décidé de sprinter à 800 mètres de l'arrivée. Il n'y avait plus qu'un seul coureur de UAE, lui décide de partir en sprint à 800 mètres de l'arrivée, de s'écarter à 600 mètres. Voilà, donc autant rien faire à ce niveau-là, si c'est pour faire de la merde, c'est un peu le résumé de sa journée. Et moi je comprends pas pourquoi c'est pas Alessandro Covi aujourd'hui qui est lanceur chez UAE. Parce que ça j'avais dit à Richezze. Au départ c'était Richezze qui était lanceur pendant très longtemps de Gaviria. Il semblerait, c'est vrai que Richezze est pas tout jeune, peut-être que Richezze a plus cette vitesse, cette capacité à lancer des sprints. Par contre, Alessandro Covi, on l'a vu. Moi je l'ai vu, c'était autour de Romandie, Covi, oui, autour de Romandie, où il avait fait 5e de l'étape numéro 1, ce qui était pas mal pour un sprinter jeune, 22 ans, Covi, certes pas une grande expérience, mais qui en plus passe bien les côtes.
Mais elle dit pourquoi pas tenter, parce que là on voit qu'avec Molano ça ne marche pas du tout. À un moment, ça serait peut-être pas con d'utiliser Covey, qui m'a pas l'air d'être mauvais, sur ce type d'événement. Voilà, c'est peut-être un élément à prendre en compte, parce que là pour le moment ça ne marche pas du tout du côté de chez UAE, et je trouve ça bien dommage. Je termine, donc la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, avec l'organisation qui nous en a encore fait une belle aujourd'hui. Alors déjà, on va prendre 2 points. Premier élément, l'organisation. Mettre une étape un lundi après faire 10 jours de course d'affilée, je trouve que c'est déjà une mauvaise idée. Ensuite, mettre une étape comme ça la veille d'une journée de repos, je comprends pas. Pourquoi on n'a pas arrêté hier? Hier, c'était très bien avant la journée de repos. L'étape, l'arrivée en montée, le gravier, c'était très spectaculaire. Pourquoi on a remis cette étape-là aujourd'hui qui, au final, au niveau spectaculaire, jusqu'à la côte, et heureusement que la Bora a mis en route. Si la Bora met pas en route, on arrive à 10 bornes de l'arrivée et c'est rien passé de la journée. Hein. Heureusement qu'il y a eu la Bora aujourd'hui quand même pour apporter du spectacle. Je me dis que c'est une étape qui n'a rien à faire une veille de journée de repos. Et en plus, donc demain journée de repos, le lendemain de la journée de repos, c'est les Strade Bianche. C'est en termes de, je trouve, d'organisation, c'est ni fait ni à faire déjà au niveau du parcours. J'arrête pas de taper mon micro, je m'en excuse. Mais en plus, on en a eu une belle. Je crois que c'était 80 bornes de l'arrivée. J'ai un petit doute. Il y a eu un passage à niveau. Non, c'était un peu plus loin que 80 bornes de l'arrivée. C'était devait être à 90. Entre 90 et 80 km de l'arrivée, il y a un passage à niveau devant les échappées. Règle qui est une règle, mais alors qui date du millénaire précédent. Hein. C'est une règle extrêmement vieille dans le cas du cyclisme. Quand une échappée, quand le premier groupe de la course, on va expliquer cette règle, le premier groupe de la course est gêné par soit interruption de la course due à l'organisateur, notamment ce qui s'était passé sur l'étape de Huy au Tour de France avec la chute William Bonnet, ou parfois on a eu ça également sur quelques courses belges où vous avez la course féminine qui part avant ou après la course masculine et les deux courses sont trop proches à un moment et on décide de neutraliser une des deux courses, celle qui est derrière en deuxième position parce qu'ils ont rattrapé trop de temps. Ou dans d'autres cas parce que passage à niveau, parce que je sais pas moi, une voiture, des grévistes par exemple, ça est arrivé sur le Tour de France, on a vu une manifestation avec des gaz lacrymogènes. Quand on est dans ce genre de situation là et que ça touche l'échappée, normalement l'échappée après cet incident repart avec la même avance qu'avant l'incident sur le peloton. Ça marche que pour le groupe de tête, hein. Je rappelle, quand il y a un groupe intercalé, le groupe intercalé, on s'en fout, c'est l'échappée qui compte. C'est le premier groupe. Et bien là, pour l'organisateur de ce Giro, cette règle-là ne doit pas s'appliquer en Italie, ou je ne sais pas. Sur le Giro d'Italie, il y a un autre règlement, c'est ça qui doit se dérouler. Et donc, lui, il a décidé de faire perdre à l'échappée 50 secondes. Voilà. Ça fait quand même beaucoup pour l'organisateur en une semaine de course. Alors, je dis toujours, le Giro c'est mal organisé. Mais alors cette année, on est quand même sur une édition plus, hein, en termes d'organisation, parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Alors on m'a conseillé également je dois regarder le Troboléon, j'ai toujours pas vu. On m'a dit, ça a été aussi une catastrophe au niveau des motos, le Troboléon. Parce que là, je critique énormément les courses italiennes, mais faut savoir que les courses et Flanders classiques par exemple, je m'étais insurgé au niveau de l'incident notamment de Julien Lafilippe l'année dernière sur le Tour des Flandres. L'UCI, au lieu de nous faire chier avec la collecte des bidons de coureurs cyclistes, ça c'est peut-être plus important, surtout qu'en passant pour les collectes de bidons cyclistes, comme ça on fera une bonne vidéo de 20 minutes, hein. Demain vous aurez des trucs à dire, à regarder. Je trouve ça improbable qu'on mette des zones de collecte dans les 10 derniers kilomètres. Je trouve ça d'une dangerosité monstre. Parce que les zones de collecte, c'est-à-dire sur 500 mètres, vous allez avoir, je sais pas, 80 bidons de lancés. C'est à chaque fois, parce que comme les zones de collecte, il n'y en a pas tout le temps, c'est 80-90 bidons lancés en 500 mètres. Je trouve ça hyper dangereux. C'est-à-dire que pour moi, la règle aurait dû être, on peut lancer les bidons dans les villes, parce que dans les villes, ça sera récupéré. Et dans les zones de village, enfin dans les zones où il n'y a pas d'habitants, et
dans les 30 derniers kilomètres, ou dans les 20 derniers kilomètres, je sais pas, on interdit de lancer de bidon, parce que là c'est dangereux pour les coureurs. Alors on va me dire, oui, mais dans les communes, il y a des gens qui vont courir, ramasser les bidons, et c'est dangereux pour les voitures suiveuses. Alors déjà les voitures suiveuses, si elles étaient mieux conduites que pour le mec de Back Exchange, on n'aura peut-être pas ce problème-là aussi, hein, parce qu'il y a eu le mec de Back Exchange, il y a aussi eu la voiture derrière Gino Meder sur l'étape 6 de la Bahreïn Merida, où vous verrez, je crois que c'est vers 20 bornes de l'arrivée, où elle a fait une magnifique queue de poisson à la voiture de l'organisation, et je me suis dit qu'elle allait taper Gino Meder à ce moment-là de la course. Donc peut-être que si c'était conduit par des mecs un peu plus responsables, on n'aurait pas ce souci-là. Et surtout, vous pensez pas qu'il y a des mecs, des petits malins, moi je suis assez déçu parce que pour l'instant il n'y a personne qui a vu cette idée-là, qui vont se dire, oh bah il y a les zones de collecte, c'est-à-dire que moi je vais me faire un petit picule sur Prince Ministère, eBay ou n'importe quel site, je me fous à la zone de collecte, pendant tout le Tour de France, par exemple je fais les 20 étapes, je récupère les bidons de toutes les équipes, et puis je les revends sur ces plateformes-là. À 5 ou 20, 10 balles, 15 balles. Si tu arrives à en récupérer, 40 par étape. Et là, c'est un chiffre très faible. Il y a 21 étapes sur le Tour de France, à 10 € le bidon. Alors, on compte pas les frais d'envoi. Hein. 10 € le bidon. Sur 40, ça fait 400, 800... 840 donc bidon, 840 x 10 €, 8400 € sur 3 semaines de course. Ça pourrait faire un bon petit pécule. Là je viens de donner une idée, hein, business plan. Donc vous pensez pas que ça c'est dangereux aussi, et que dans les zones de collecte il n'y a pas des petits malins qui vont se foutre dans les zones de collecte? C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et en plus les zones de collecte, parce qu'on m'avait parlé du Dauphiné, c'est vrai que j'ai des doutes sur le fait que les bidons soient tous récupérés sur la zone de collecte, et les bidons, c'est surtout les petits sachets plastiques de gel ou de barres de céréales qui, ça m'étonnerait, soient extrêmement bien récupérés, parce que vous allez me faire croire que, en plus on les fout en plein champ, hein, les zones de collecte, vous allez me faire croire que les équipes d'organisation, notamment du Tour de France, mais d'autres courses, ou je ne sais pas trop comment. Normalement, alors sur le Tour de France, c'est une équipe qui est dédiée à ça. Je ne sais pas si c'est le cas sur le Tour d'Italie. Vu comment c'est bien organisé, ça m'étonnerait. Donc vous allez me faire croire qu'il y a des gens qui vont se faire chier à marcher 1 km au bout du champ pour récupérer un sachet de barres de céréales. Bah non, hein, ils vont le laisser là. Donc ça va polluer comme d'habitude. Moi, si j'avais fait le règlement, j'aurais dit, les bidons, tu les laisses tomber en ville. Parce qu'en ville, il y a des enfants qui vont les récupérer. Tu peux informer en plus avec les voitures de balisage, dire que les bidons, vous les récupérez une fois que tout le monde est passé. Comme ça permet en plus de bien rappeler les règles de sécurité. Ensuite, les sachets, moi j'aurais interdit de les lancer en pleine nature. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça m'étonnerait. Donc les sachets, tu les gardes dans tes poches. Parce que tu vas pas me faire croire qu'un petit sachet de barres de céréales en aluminium, ça pèse un poids tellement lourd que le coureur cycliste ne puisse pas le supporter. Et ensuite, moi j'aurais interdit le lancer de bidon dans les 30 derniers kilomètres pour des raisons de sécurité. Voilà. Ça aurait été un règlement intelligent, et bien plus intelligent que le règlement qu'on a actuellement du côté de l'UCI. Mais si l'UCI savait faire des bons règlements, pourtant j'avais de l'espoir avec David Lapartien, hein, mais bon, je m'aperçois que David Lapartien c'est pas beaucoup mieux que les autres personnes de l'UCI. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle était un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve. Il y avait du rab, comme j'ai pas fait la vidéo de présentation de l'étape, voilà, je vous ai donné un petit peu de rab. Puis nous on se retrouve donc, pas demain, parce que demain, là c'est vraiment la journée de repos, et mercredi 7h30, l'étape des Strade Bianche, il y aura quelques éléments à dire sur cette étape, deux contests historiques, et surtout le profil, parce qu'il n'y a pas que les passages sur les graviers qui vont être difficiles, il y a une petite côte également sur le parcours, et j'ai pas encore regardé la descente de cette côte, mais si la descente est technique, ça pourrait être très intéressant. Bon, bah voilà, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.